pourtant que la montagne est belle. Comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous remercie d'être venus aussi nombreux et je vais vous parler aujourd'hui de l'histoire du village de Théus. Et comme tous les peuples heureux, Théus n'a pratiquement pas d'histoire et ce sera une succession de faits divers à travers les siècles. Alors comment suis-je arrivé? Est-ce que vous m'entendez dans le fond? Oui, oui. Alors, comment suis-je arrivé à étudier l'histoire de Théus? Pendant la Seconde Guerre mondiale, j'ai eu une jeunesse assez tumultueuse et par rapport à mes camarades, je souffrais quelquefois de ne pas avoir de racines jusqu'au jour où j'ai rencontré le frère aîné de mon père qui m'a dit qu'on descendait de Théus. Donc en 1957, j'ai commencé mes recherches à la mairie, je les ai poursuivies ensuite aux archives départementales et j'ai pu ainsi remonter en ligne directe jusqu'au contemporain d'Henri IV, c'est-à-dire vers 1600. Le premier barreau, je l'ai trouvé à Théus en 1561. Il était maître charpentier. D'où venait-il? Je n'en sais rien. Alors on va commencer par la nuit des temps et d'où venaient les premiers hommes qui se sont installés à Théus. D'après les historiens, ils seraient montés de Ligurie. La Ligurie, c'est-à-dire le territoire qui est au bord de la Méditerranée, et ces nomades ont fini par se sédentariser. Et les historiens estiment que la limite nord de leur avance, c'est la Durance. Donc, les premiers habitants de Théus étaient des Ligures. Ils se sont installés près d'un point d'eau. Ils ont coupé les arbres qui étaient autour pour avoir des champs. Et ensuite, ils ont également élevé des animaux. À ces Ligures sont venus s'ajouter les Celtes. Et les historiens estiment que le fond de la population des environs de la Durance est celto-ligure. Ensuite, il faut attendre l'arrivée des Romains. Et quand les Romains sont arrivés, Loches, qui est le plateau qui domine Théus, Loches, en patois, ça veut dire la terre fertile. Et Loches était déjà cultivée, d'après les trouvailles qui ont été faites par M. Werner, mon ancien élève et qui a fait quelques trouvailles sur Loches, était déjà cultivée un siècle avant notre ère. Les Romains sont arrivés, ils ont vaincu les tribus gauloises des Caturiges, c'est-à-dire les gens des environs de Chorges, et des Aventici, c'est-à-dire les Gaulois de la vallée de l'Avance. Avec les Romains sont arrivées la civilisation qui était nettement supérieure à la nôtre, la langue, qui est devenue la langue française, la vigne, qui a fait la prospérité d'Espinasse, Théus et Remolon, et la religion. En effet, sur le terroir de Théus, on trouve un témoin d'une religion romaine qui est le Monjavi. Monjavi, ça vient du latin Mons Jovis, qui veut dire la montagne de Jupiter. Donc les premiers théusiers pratiquaient le culte de Jupiter et le christianisme a eu beaucoup de mal à s'installer car les montagnards sont très longtemps restés fidèles à leur croyance. Avec les Romains sont arrivés aussi la voie romaine, Milan, Arles
qui passait par le mont Genèvre, Briançon, Chorges et la vallée de l'Avance, ce qui fait que ici, nous nous sommes retrouvés un peu à l'écart, les 6 communes qui ont formé plus tard le Bas-Canton. En effet, pour communiquer avec l'extérieur de ces 6 communes, à l'est, il y avait l'étroit passage du défilé de Serponçon, à l'ouest, la cluse de Remolon, et tout le reste était enclavé et de communiquer avec l'extérieur que par de rares sentiers muletiers. Et dans le fond, c'est ce qui a fait que nous n'ayons pas d'histoire, car nous étions en dehors des grandes voies d'invasion. Les invasions ont naturellement suivi les voies de communication et contourné donc ce qu'on a l'habitude d'appeler le dôme de Romolon, d'où l'absence d'histoire. Après 5 siècles de paix romaine, alors là, j'insiste sur le fait, nous avons connu 5 siècles de paix, c'est-à-dire le quart de l'histoire de France. Et comme toute civilisation, la civilisation romaine est devenue décadente et l'Empire romain s'est écroulé sous les coups de boutoir des premiers envahisseurs. Alors ces envahisseurs, c'était des Germains, des Lombards, des Hongrois, et ils sont passés par les grandes voies de communication et ont évité notre enclave des 6 communes. Sauf peut-être les Arabes qui sont passés d'un peu près, car dans les veillées jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, quand le conteur voulait épouvanter femmes et enfants, il racontait des histoires des Arabes. Ces Arabes ont fini par être expulsés en 972 par une croisade des comtes de Provence, et à ce moment-là, nous sommes entrés dans la féodalité et une période d'insécurité. Et c'est toujours au moment du danger que les gens cherchent à se regrouper autour d'un chef. Et ce chef était souvent un propriétaire terrien qui est devenu seigneur, qui a élevé un château. Alors Athéus, le château primitif, était à l'emplacement du cimetière actuel. C'est une motte d'où on domine le village. À l'origine, il était en bois, palissade en bois, donjon milieu en bois, et petit à petit, il a été transformé en un véritable fort en pierre. La population est venue se rassembler autour de ce château pour être protégée, et elle s'est elle-même entourée d'un rempart que l'on appelle le Bari, et on retrouve encore des vestiges de ce Bari à Théus. Alors, le nom de Théus entre pour la première fois en histoire en 1152, c'est relativement tard, et que signifie Théus, quelle est l'origine du nom? On l'a sous la forme d'un nom latin, Théouisium. Alors les uns prétendent que ce serait d'origine divine. En effet, en grec, Dieu se dit Théos, en latin Deus, et l'historien de la localité de Théus en Belgique, parce qu'il y a un Théus en Belgique, m'a dit que l'origine du nom de leur lieu serait le dieu celtique Teut, qui était le dieu des torrents et des forêts, ce qui est très plausible. Maintenant, j'ai eu une troisième version, qui est peut-être la plus plausible. Le suffixe ium signifie en latin la propriété. Et Théouisium serait en réalité Mathéouisium, c'est-à-dire la phérèse de Mathéus. La phérèse, ça veut dire on supprime la première syllabe, et cela voudrait dire
la propriété de Mathéus, c'est-à-dire de Matthieu. Et cela peut correspondre avec l'origine du nom de Romolon, Romolonus, Romulus, qui était certainement le nom d'un propriétaire gallo-romain, et Athéus, c'est fort plausible qu'il y avait un gros propriétaire sur l'Auche et au-delà. Après la première croisade, les hospitaliers de Saint Jean de Jérusalem ont fondé 2 chapelles à Théus, la chapelle Saint-Pierre, qui est devenue plus tard le cimetière d'été des gens qui étaient dans les chalets, et la chapelle Saint-Jean qui est au Colombis. Alors, qui étaient ces chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem? C'étaient des chevaliers qui étaient chargés de la protection et de l'aide médicale aux pèlerins qui se rendaient ou revenaient de Terre Sainte. Déjà au XIVe siècle, les Théusiers avaient 2 habitations. Une d'été, qui s'appelait le Forest, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, et chalet est un terme moderne. On parlait toujours du Forest. Moi, dans ma famille, on parlait du Forest des Aubriers. C'était le Forest, et puis il y avait le village. Alors, pour ceux qui ne sont pas originaires de Théus, je vais rappeler brièvement ce qu'était la vie des Théusiers depuis au moins le XIVe siècle jusqu'en l'an 2000. C'est-à-dire qu'à partir du lundi de Pâques, suivant la date ou la météo, les habitants du village montaient dans leur forest d'estive. Alors ils embarquaient la basse-cour, le bétail, et tout le monde vivait en pleine autarcie pendant 8 mois dans les forests. Et le village se retrouvait au début décembre dans l'agglomération pour la Saint-Nicolas, le 6 décembre, qui est le patron du village. En effet, il ne pouvait pas rester dans les chalets à cause des congères sur les chemins. Cette tradition est restée jusqu'en l'an 2000. Les siècles passent, les invasions aussi. Il y a eu l'invasion des Provençaux au XIVe siècle. Les Provençaux, pour nous, ici, c'était les Ubayens qui sont venus envahir l'Embrunais, parce qu'on faisait partie de l'Embrunais. Il y a eu la guerre de 100 ans, le passage des grandes compagnies, c'était des soldats qui avaient été licenciés entre 2 conflits et qui vivaient sur le pays. Et nous arrivons en 1458. En 1458, il y a eu une révision des feux. Révision des feux, c'était pour l'impôt. Et les 2 communes ont séparé leurs parcellaires, c'est-à-dire Théus et Remolon, qui ne formaient qu'une seule commune, pour des raisons de sécurité certainement. Les gens de Remolon étaient montés, s'abritaient derrière les remparts de Théus, et Remolon n'était devenu que les celliers de Théus, ce qui prouve par le nombre de feux. À Théus, il y avait 42 feux et 10 feux à Remolon. Et les historiens évaluent un feu à 5 personnes. Donc faites le calcul mental, 42 feux Théus, ça fait plus de 200 habitants, 10 feux à Remolon, 50 personnes. Et la tendance après s'est inversée. Voilà, séparation des parcellaires des 2 communes, et ce qui est à l'origine de nombreuses chicanes et même des procès entre les 2 communes, et il faut attendre le Premier Empire pour que le préfet Ladoucette remette de l'ordre
dans cette situation équivoque entre les deux communes, surtout au sujet des limites de ces deux communes. Alors, il y a, à ce moment après, il y a les guerres d'Italie, les passages de troupes, toujours sur les grandes voies. Ici, on ne voit personne, et nous arrivons au XVIe siècle, et on va vivre la chose la plus épouvantable qui puisse arriver à une nation, c'est-à-dire une guerre civile entre catholiques et protestants. La religion dite réformée a été embrassée par les catholiques les plus fervents, qui en avaient assez de voir les turpitudes du pape et de toute la hiérarchie jusqu'au concubinage des prêtres, et ils avaient donc choisi la nouvelle religion qui était la protestante. Et parmi ces protestants, dans le coin, on trouvait les gens évolués comme les seigneurs, les notables et certains artisans. Il y a eu des querelles dans les familles et surtout des combats dans les alentours, Tallard, Embrun, La Bréole, Chorges, et même un combat de cavalerie à Romolon, où la compagnie des cavaliers protestants a défait les papistes de Gap. L'édit de Nantes en 1598, décrété par Henri IV, ramène la paix religieuse et chacun va pratiquer sa religion pendant plus de 85 ans. En 1685, le roi Louis XIV évoque la révocation de l'édit de Nantes. Et les protestants n'ont que deux choix, soit parjurer ou partir en exil. Il faut dire qu'ici, le temple de Chorges avait des annexes à Remolon, Théus, Espinasse et Rochebrune, et tous les dimanches, on voyait les seigneurs du coin qui montaient à cheval au château de Théus, où avait lieu le culte protestant, tandis que les paroissiens sortaient de l'église catholique. Tout se passait très bien. Alors, qu'est-ce qui va se produire après cette révocation de l'édit de Nantes? Une dizaine de familles de Remolon et de Théus choisissent l'exil pour ne pas renier leur croyance. C'était quand même un acte courageux d'abandonner ses biens. Leurs biens ont été confisqués et remis à l'hôpital d'Embrun. Et ils sont partis dans un premier temps avec les Kérassins à Genève, et de là, ils sont allés en Allemagne, où ils ont été bien accueillis pour leur savoir-faire, et ils ont fondé 3 villages qui existent toujours et où tous les gens portent des noms du pays avec des prénoms allemands. Alors, pour l'abjuration, l'Église catholique n'y est pas allée de main morte. Et un cas concret, celui du cordonnier Béraud à Remolon, qui a préféré rester sur place et qui a abjuré. On l'a traîné devant l'église, vêtu d'une seule chemise, les jambes nues, la corde au cou et un cierge à la main, comme un condamné à mort. Il a été obligé de se traîner sur le parvis de l'église en disant qu'il s'était trompé et qu'il abjurait toutes ses erreurs passées. Et pour mettre les choses au complet, on a expédié ces 2 filles dans un couvent, ce qui était un acte de charité chrétienne. Mais les cultes ont continué au château de Théus, et les catholiques qui sortaient de l'office du dimanche matin entendaient les psaumes protestants qui se chantaient dans le château. En 1692, le duc Amédée de Savoie envahit la France avec une armée
dite impériale et qui comportait des contingents allemands, dont des Bavarois, des Espagnols et des Hollandais. Ces impériaux s'emparent de Guillestre, d'Embrun et marchent sur Gap. Et pendant ce temps-là, une fois de plus, on se disputait entre Théus et Remolon. Les deux communes de Théus et Remolon avaient été obligées de lever 3 miliciens. Les miliciens, c'étaient les soldats de l'époque. Alors chacune en a fourni un, mais aucune ne voulut fournir le troisième. Alors le capitaine de la compagnie de miliciens de Tallard a frappé d'amende les deux communes pour payer un remplaçant. Ensuite, il y avait la barque, parce que pour aller de l'autre côté de la Durance, il y avait une barque qui était sur le territoire de Théus. Comme c'était la guerre, il fallait garder cette barque. Les Théusiers ont dit, on va partager la garde avec les Remolonnais, qui ont refusé. Et pendant ce temps-là, l'ennemi est arrivé à Gap, et de Gap, il a pris la vallée de l'Avance et s'est dirigé sur Remolon. Alors, au passage, ils sont montés au lot. Benoît Trancurel, la bergère du lot, avait pris les devants et était allé se réfugier à Marseille. Les impériaux ont mis le feu à l'église, et à ce moment-là, il y a eu un orage inopiné qui a éteint l'incendie. Et tout le monde a naturellement crié au miracle. À Saint-Étienne, la population s'était enfuie dans les bois avec les troupeaux, et il restait plus que 4 vieilles femmes qui ont été violées et assassinées. Arrivés à Remolon, les impériaux étaient guidés par des barbets. Alors qu'est-ce que c'était des barbets? C'était des protestants qui étaient partis après la révocation de l'édit de Nantes, qui étaient du pays et qui avaient quelques vieux comptes à régler avec les papistes. Arrivés à Remolon, ils ont commencé par désigner la maison curiale qui a été mise à feu, et ensuite les demeures des papistes les plus notoires. Et comme à l'époque les toits étaient de chaume, eh bien quand on brûlait une maison, on en brûlait 4-5. Ce qui fait qu'à la fin des incendies, Remolon a perdu 56 maisons brûlées sur les 86 que comportait la localité. Les impériaux ont envoyé une reconnaissance à Théus. Ils se sont contentés de piller l'église, puisque le curé de Théus, quelque temps après, a écrit qu'il ne pouvait plus baptiser, puisque les ennemis de l'État avaient emporté le bassin des eaux baptismales, qui devait être en cuivre. Après le départ des impériaux qui ont repassé le col de Vars au mois de septembre, là les événements se passaient au mois d'août, il y a eu les dommages de guerre. Alors, Grenoble, qui était le chef-lieu de la province du Dauphiné dont on faisait partie, a accordé la diminution d'impôts aux deux communes de 2 feux. Alors, clameur à Remolon, en se disant, nous on a été brûlés aux 2 tiers, et Théus qui a été épargné a les mêmes diminutions d'impôts que nous. Et les Remolonnais ont envoyé une députation à Grenoble pour réclamer, et cette députation a dit, si Théus n'a pas été brûlé, c'est parce que ses seigneurs étaient protestants. Ce qui était vrai, parce que malgré la révocation de l'édit de Nantes, les cultes ont continué au château, et les catholiques, quand ils sortaient de l'église, entendaient encore chanter des psaumes au château. Après cette révocation de l'édit de Nantes et cette invasion, nous entrons dans le XVIIIe siècle, et les guerres continuent, parce que sous Louis XIV, les historiens ont calculé qu'on a été en guerre 1 année sur 2. Et qui dit guerre, on disait levée de miliciens dans les localités, fourniture de guerre, réquisition de muletiers avec leurs mulets pour transporter le foin, et puis l'hiver, on ne faisait pas la guerre à cette époque-là, logement de troupes à qui on devait le logis et la chandelle. Et l'hiver de 1705,
Théus a abrité une compagnie du régiment royal comtois et 9 mois après, sur l'état civil, il y a 2 ou 3 malheureuses filles qui ont accouché et qui ont déclaré que le père serait un soldat du royal comtois. Voilà la petite histoire. Et ce qui va alléger les charges des guerres, c'est le traité d'Utrecht en 1713. À ce moment-là, Louis XIV et le duc de Savoie s'entendent pour faire passer la frontière sur la ligne naturelle de partage des eaux. Briançon et le Queyras vont perdre leurs escartons qui étaient de l'autre côté, et la France va gagner la vallée de l'Ubaye qui était au duc de Savoie, parce que jusqu'en 1713, la frontière avec la Savoie, la future Italie, passait au pas de la Tour et au Lausée. Et du coup, la frontière sera reculée jusqu'au col de l'Arche, ce qui va quand même soulager les fournir de troupes. Pendant ce temps-là, le village de Théus se vidait peu à peu, parce que les familles étaient très nombreuses, 6, 8, voire 10 enfants. L'aîné gardait la terre et les autres étaient obligés de s'expatrier. Et ils allaient en général vers la Provence et Marseille. Et fort curieusement, ils embarquaient sur des bateaux et allaient sur tout le pourtour méditerranéen, ce qui est arrivé à ma famille. Et les archives départementales m'ont conseillé d'aller consulter les registres d'embarquement des bateaux à Marseille qui sont détenus par la Chambre de commerce de Marseille. Je suis donc allé là-bas, j'ai trouvé plusieurs homonymes et des noms de théusiers. Et de là, ils partaient, comme je l'ai dit, sur tout le pourtour méditerranéen, en Candie. La Candie, c'est une province grecque, en Turquie, notamment à Istanbul, aux échelles du Levant, c'est-à-dire la Syrie et le Liban actuel, à l'île de Chypre, en Égypte et même en Tunisie. J'ai voulu, et leur profession à l'embarquement était marchand ou négociant, et je n'ai jamais pu savoir ce qu'ils vendaient. Certains ont fait fortune et sont revenus au village. Alors là, ils se sont pavanés et ils ont acheté le titre de bourgeois de Théus. On achetait le titre de bourgeois de Théus qui donnait certains privilèges, et il y en a même un qui a trouvé que les théusiers n'étaient pas assez pratiquants, et de ses propres deniers, il leur a offert un deuxième curé qui faisait le tour des chalets pour les faire dire leurs prières. Nous arrivons tout doucement vers la Révolution, et en 1783, le curé Albert a fait une thèse sur la plupart des villages de notre région. Et en ce qui concerne Théus, il a parlé des 2 résidences d'été et d'hiver, que le pays était ravagé par 2 torrents, le Valoria et le Mer d'Arel, et après chaque gros orage, souvent les digues étaient rompues, leurs pierres se déversaient dans les terres cultivées ou dans les vignobles. Mais il parle aussi du deuxième fléau de Théus, le jeu. Les gens de Théus, au XVIIIe siècle, et peut-être avant déjà, avaient la réputation de jouer aux cartes et pour de l'argent. Et ceci a ruiné certains propriétaires. Il y a quelques années, on m'a montré dans la collection de M. Jaume une reconnaissance de dette de jeu d'un habitant de Théus. Et d'ailleurs, ce fait de jouer aux cartes des Théusiers, et les mauvaises langues prétendent qu'en même temps, ils buvaient pas mal de canons, hein,
Le préfet Ladoucette, sous le Premier Empire, dans son Histoire des Hautes-Alpes, cite le même cas. Il dit « Théus est ravagé par deux maux, ses torrents et ses dettes de jeu ». En 1772, on est obligé de construire une nouvelle église à Théus, parce que l'église ancienne menaçait de s'écrouler car le terrain bougeait, et cette première église était du côté de l'oratoire de Saint-Jean et le terrain, j'ai l'impression, continue de bouger. Alors, pour que l'église ne tombe pas sur la tête des croyants, on en a construit une nouvelle, et là, on s'est servi directement au château fort qui était en ruine. On a pris les pierres du château pour construire cette église, et si vous passez devant, vous verrez le clocher. Dans les pierres d'angle, il y a quelques pierres intéressantes, qui malheureusement sont du mauvais côté. En 1776, le château est vendu à un bourgeois de Théus. À ce moment-là, le château appartenait à monsieur de Belafère, qui était le dernier seigneur de Théus. Et monsieur de Belafère n'a gardé que l'aile dite moderne qui avait été construite au XVIIIe siècle, qui existe toujours et dans laquelle il y a maintenant des logements communaux, et dans le temps on l'appelait la cure. Voilà. Et nous arrivons à la Révolution. Chaque commune est obligée de faire un cahier de doléances, et à Théus, naturellement, on parle des ravages des torrents et des épidémies. Effectivement, quand on consulte l'état civil, on s'aperçoit que pendant une période très courte, il y a une liste de décès qui est vraiment anormale. Alors, d'où venaient ces épidémies? Pour amener l'eau au village, elle arrivait dans des conduites à ciel ouvert. Pour traverser les chemins, on creusait un tronc et l'eau coulait à ciel ouvert, et ces chemins étaient empruntés par des troupeaux de vaches, et il suffisait qu'il y en ait une qui lâche un plat d'épinards dans l'eau, et ensuite, aux fontaines, les gens étaient bons pour une épidémie, je pense que ça devait être la typhoïde. Voilà. Alors, en 89, les idées nouvelles sont accueillies avec enthousiasme. Là, à Théus, on crée une compagnie de grenadiers volontaires de Théus, un grand mot. Il y a une cinquantaine de volontaires, dont les trois frères Béraud. On leur donne 24 fusils, et l'année suivante est levé à Gap le premier bataillon de volontaires des Hautes-Alpes, et le canton de Chorges, Chorges est devenu canton depuis quelques mois, fournit 43 volontaires, et c'est Théus qui en fournit le plus avec 17 volontaires qui partent. En 92, la jeune République, pour atténuer ses difficultés intérieures et surtout ses difficultés économiques, ne trouve rien de mieux que de déclarer la guerre à l'Autriche, et cela va nous mener sur un quart de siècle de guerre européenne jusqu'en 1815. La France est envahie, la patrie en danger, on lève un deuxième bataillon de volontaires des Hautes-Alpes, et comme il n'y a plus de volontaires, il faut en désigner d'office. Alors, à Théus, et Théus est frappé d'un volontaire, on tire au sort pour désigner ce volontaire, et comme par hasard, le sort tombe sur un berger originaire des Basses-Alpes. Et pour les bataillons suivants, deux volontaires entre guillemets des Hautes-Alpes, le sort tombera toujours sur quelqu'un d'étranger au village, et les gens ont l'air de ne pas s'en étonner.
Oui. Alors, le Premier Empire arrive et avec Napoléon, c'est l'ordre et la stabilité qui redonnent confiance. Et à Gap, il y a le préfet Ladoucette qui a son monument. Et comme les chicayas continuent entre Théus et Remolon pour les limites, Ladoucette frappe du poing sur la table et dit maintenant terminé. Hein. Rencontre tel jour à tel endroit avec les délégations des deux communes. Parce que jusqu'à présent, les deux communes avaient essayé de se rencontrer, mais un jour, c'est les Théusiers qui ne venaient pas. La fois d'après, c'était les Remolonnais qui ne venaient pas. Mais le jour où Ladoucette a dit que ça se passerait, tout le monde était présent. Et il a dit, à partir de cet instant, les limites entre Théus et Remolon seront au torrent dit de Théus. Et puis elles sont restées jusqu'à présent. Après le Premier Empire succède une période de paix et en 1822, notre impasse s'ouvre enfin au monde extérieur par la route qui arrive de la direction de Tallard et qui parvient à Remolon. Avec cette route, on inaugure un trafic de diligence, la diligence Gap, Seine-les-Alpes. Et mon père, au début du XXe siècle, a pris cette diligence. Et la famille arrivait en train jusqu'à Gap. Ensuite, ils allaient à l'hôtel du Nord où ils prenaient la diligence. Dans les montées, on faisait descendre les hommes pour pousser. Et arrivé dans la plaine de Théus, la famille descendait. Un ami les attendait avec l'âne pour charger les bagages. Et ce qu'amusait toujours mon père en montant au village, c'était de voir les ânes qui regardaient par les fenêtres des troisièmes étages. En effet, si on connaît Théus, les tables étaient souvent sur la rue supérieure d'une maison. Après, on a la guerre de 70 passe. Pardon? Non. Passe sans trop d'histoire. Vers 1880, le train arrive jusqu'à Gap. Et pour aller aux foires d'Embrun ou de Gap, les gens partaient des chalets avec les bêtes, descendaient jusqu'à la gare de la Bâtie-Neuve. Au train, des voyageurs étaient attachés un ou plusieurs wagons à bestiaux. On embarquait les bêtes là-dedans et on allait à la foire. Et les évacuations sanitaires se faisaient un peu de la même chose, parce qu'en 1909, mon grand-père, qui était aux Aubriers, a été pris de violentes coliques et de diarrhée, et quand les voisins ont vu que ça n'allait pas trop fort, ils l'ont fait grimper sur un cheval, ils l'ont descendu jusqu'à la gare de la Bâtie, arrivé à Gap, l'hôpital, et quand il est arrivé à l'hôpital, on lui a dit c'est dimanche après-midi, il n'y a pas de médecin. Bon. Et le lundi matin, quand les médecins sont arrivés, grand-père était mort. Et alors, ils ont quand même diagnostiqué qu'il avait attrapé une cholérine, et les voisins disaient que c'était après l'absorption de conserves avariées, ce qui est plausible. Alors, naturellement, si le service militaire obligatoire à partir de 1872, l'arrivée du train, vont dépeupler le village qui avait atteint son apogée. Au recensement de 1841, il y avait 537 habitants à Théus. 537. Alors, depuis, la population a décru et nous arrivons à une nouvelle hémorragie humaine, la guerre de 14. Comme les jeunes avaient été élevés dans le culte de la patrie, par la famille et par l'instituteur de l'époque, les mobilisés sont partis dans l'enthousiasme. Les femmes sont restées sur place, souvent à la tête d'une exploitation avec les enfants. On leur avait réquisitionné un animal et elles ont vécu dans l'anxiété
de l'arrivée du facteur qui apportait la lettre, et pire, du maire qui arrivait escorté d'un gendarme pour apporter le télégramme de mort pour la France. Et Théus a perdu 13 tués en 14-18, ce qui est énorme pour une population. Et le résultat concret, c'est que certaines jeunes filles qui étaient fiancées sont restées célibataires. Après-guerre, en 1930, on ouvre enfin la route de Théus. Jusqu'à présent, pour franchir le Valoria, il y avait une passerelle en bois. On construit les deux ponts et la route arrive au village. Et la même année, on crée la place de Théus. La place actuelle, il n'y avait pas de place parce que la combe arrivait au pied des maisons de la place. Et comme l'érosion menaçait les fondations de ces maisons, on a comblé la combe avec les débris de toutes les maisons du village qui étaient tombées à l'abandon et qui s'étaient écroulées. Et en 1934, l'électricité a enfin remplacé la lampe à pétrole à Théus et il faudra attendre 1967 pour avoir l'eau courante au robinet. Arrive la Deuxième Guerre mondiale, les gens de Théus sont en général mobilisés dans les unités de forteresse de la vallée de l'Ubaye. En 1940, ils vont résister à l'invasion italienne et après leur démobilisation en 1940, ils rentreront dans leur foyer avec un sentiment, alors fort rare en France, être vainqueurs. La guerre continue et en novembre 1942, le département est occupé par l'armée italienne et ce sera une occupation relativement légère, contrairement aux Allemands qui vont arriver en septembre 1943. Alors là, ça va changer, puisqu'avec la Wehrmacht est arrivée la Gestapo cruelle et efficace. En janvier 1944, un petit maquis formé de Bretons et de Lorrains s'installe sur la montagne de Saint-Jean. Ils ont un premier parachutage d'armes au mois de janvier, un deuxième parachutage au mois d'avril. Et là, ce deuxième parachutage est dénoncé par un domestique agricole qui a été congédié par ses parents. Les Allemands arrivent, encerclent le dôme de Remolon et relèvent les caches d'armes qui seront embarquées dans des chariots par les habitants du Fin qui ont été réquisitionnés et ils les emporteront jusqu'à la route. Le maquis du Mont Saint-Jean a pu se replier dans les bois de Bréziers. Après les débarquements de juin 1944 et d'août 1944, on va assister à ce spectacle, moi qui me dépasse en tant qu'ancien militaire, c'est que la résistance avait ordonné de gêner la retraite allemande. Et la retraite allemande s'est faite essentiellement par la vallée du Rhône et par les grandes vallées vers les cols frontières. Donc personne n'allait descendre de Seine-les-Alpes. Et à ce moment-là, le chef de la résistance locale a ordonné de sectionner les câbles du pont suspendu de Rochebrune. Le tablier est tombé dans le lit de la Durance et suivant les experts de l'époque, ce tablier pouvait être encore utilisé par une troupe à pied et il a fallu le remplacer par un pont américain qui a duré des années avant d'être remplacé par le pont actuel. Alors, la dernière période vraiment bonne pour Théus, c'est la construction du barrage entre 55 et 61, parce que tous les jeunes ont eu du travail et cela a ralenti l'exode. Il y a même des habitants qui ont loué des chambres et pour les riverains
de la Durance, ça a été un apport avec l'aspersion gratuite. Voilà. Et nous arrivons tout doucement aux années 60. Alors, en 60, alors là c'est un avis personnel, il y a eu deux éléments primordiaux, c'est la motorisation du français moyen et de l'agriculteur, qui a eu le tracteur qui a remplacé le cheval au mulet, et le collège obligatoire jusqu'à 16 ans. En ce qui concerne la motorisation, on a vu le français moyen a pu accéder à l'automobile, et là on a vu arriver une masse de touristes. Pour la plupart, on les avait intitulés les Marseillais, du moment qu'il y avait un 13 sur la plaque minéralogique. Ces gens-là ont acheté des résidences secondaires à Théus et ont sauvé de la destruction définitive pas mal de maisons. Et ensuite, avec le collège obligatoire jusqu'à 16 ans, jusqu'au début des années 60, les jeunes restaient au village. Jusqu'à l'âge de 14 ans, ils allaient à l'école, certificat d'études, et de là, ils repartaient au chalet. Mais avec cette obligation du collège obligatoire, ils sont allés à Gap, ils ont côtoyé pendant plusieurs années des camarades qui leur parlaient de la vie agréable qu'ils avaient, qu'ils partaient en vacances, etc. Et surtout, le problème s'est posé pour les filles qui ne voulaient plus faire le métier de leur mère, parce que la mère à la ferme a toujours été un métier très dur. Ils ne voulaient plus faire. Alors là, ça a accru la dépopulation, mais heureusement, il y a des personnes qui sont arrivées de l'extérieur et qui ont commencé à s'installer dans la plaine de Théus. Et aussi, suite au progrès, la route qui menait dans les chalets a pu être déneigée, ce qui fait que certains Théusiers ne redescendaient plus au village, mais passaient toute l'année dans le chalet. Et la dernière mérée a eu lieu en l'an 2000. L'an 2000, c'était la fin d'un certain XXe siècle et le début d'un nouveau millénaire. Je ne veux pas faire de pronostic parce que c'est encore trop tôt et je vous remercie de votre attention. Alors, comme vous êtes là pour une causerie débat, maintenant on va passer aux questions-réponses et c'est souvent plus intéressant que l'exposé lui-même. Alors, qui a des questions à poser? Moi, allez. Oui, allez, Est-ce que vous pouvez nous parler des armoiries du village? Oui, bonne question. Hein? Alors, dans les années 70, quand j'étais au conseil municipal, on a eu une circulaire du préfet des Hautes-Alpes qui nous obligeait à prendre des armoiries. Toutes les communes du département étaient concernées et il nous proposait une demoiselle coiffée, stylisée. Alors, comme cette demoiselle coiffée avait un aspect un peu phallique, moi j'ai dit au conseil, tout le monde va se moquer de nous si on prend comme omelette. Mais moi, j'ai mieux à vous proposer, c'est-à-dire l'histoire de notre village par des armoiries qui figuraient au château et qui ont définitivement disparu à la fin des années 20. Et en effet, la clé de voûte de l'entrée du château, il y avait deux armoiries en pierre qui étaient côte à côte, surmontées d'un aume de chevalier, et en dessous, il y avait la date 1632. Et le frère aîné de mon père, au moment où nous avons vendu le château en 1921, comme il n'avait pas d'appareil photo et qu'il avait un bon coup de crayon, il a eu l'excellente idée de reproduire ces deux armoiries
qui ont disparu quelques années après, corps et biens, on ne les a jamais retrouvés, et il me les a passés. Je suis allé à Gap consulter l'armorial du Dauphiné, et là-dessus, j'ai très vite retrouvé, je connaissais les noms des seigneurs qui étaient passés à cette époque-là. Alors, le blason de gauche, ce sont les armoiries de la famille de Lapierre. Lapierre, c'est un petit village dans la vallée du Muèche, où on voit encore au-dessus du village les ruines d'un château. Et celle de droite, c'était la famille de Bardel. Et ces deux familles se sont unies par mariage, c'est-à-dire Georges de Bardel a épousé une fille de Lapierre, et c'est à ce moment-là qu'est née la cause seigneurie de Théus. Alors, que signifient les différents signes qui sont sur ces armoiries? Alors, le croissant, c'est l'indice que le seigneur de Lapierre a participé aux croisades. En dessous, il y a 3 losanges qui représentent des fers de lance. Et à droite, ce sont des armoiries de la famille de Bardel, qui a fourni un grand nom au moment des guerres de religion, parce que le frère de Georges était un grand capitaine protestant qui était compagnon d'armes de Lesdiguières, qui a été le dernier connétable de France. Alors, cette espèce de serpent représente en réalité un basilic. Un basilic, c'était un animal mythologique qui est couronné d'une étoile. Voilà les explications des armoiries de Théus. Alors, pour faciliter les choses, les deux armoiries, on les a réunies en une seule, et ce sont devenues les armoiries du village. Le château étant l'histoire du village. Bon, d'autres questions? Je voulais juste rebondir sur le mot mairie. Qu'est-ce que ça signifie, le mot Pardon? La mairie. Ah, la mairie. Alors, c'est un mot de patois qui veut dire l'estive. C'est-à-dire, on part du domicile au village vers le forest, que l'on appelle aujourd'hui le chalet. Et c'est ça la mairie, ou mairée, suivant les prononciations. Bon, d'autres questions? Alors, comme j'ai une très mauvaise vue, je ne vois pas le fond, et parler sans que... Monsieur Béraud, vous avez tout expliqué, mais je voudrais savoir si on s'appelle des Théusiens ou des Théusiers. Voilà, bonne question. Excusez-moi, j'ai travaillé chez une Théusienne à mon jeune âge, qui est une Théus, qui est la tante de Alfred Garnier. Oui. Et elle m'a toujours dit c'est des Théusiens. Oui, alors voilà, Alors, l'explication. Oui, oui, elle est très simple. Théusier, c'est la forme ancienne, et théusien, c'est la forme moderne. Oui, aujourd'hui, vous êtes des théusiens, mais en histoire, vous êtes des théusiers. Voilà. D'autres questions? Ah, J'ai vu des notifications sur Internet, mais non référencées. Il y aurait eu des mines de métaux précieux vers 1500. Ça m'étonnait beaucoup. Je voulais confirmer que c'était une hérésie. oui, alors effectivement, en 1515, il y a eu un entrepreneur italien qui a ouvert plusieurs mines dans la région, dont à Théus. Et il cherchait de l'argent à Théus. Mais il n'a pas dû en trouver beaucoup parce qu'au bout d'un an, il a abandonné. Valoria. La vallée de l'or. Oui, oui, oui. Alors là, c'est une légende. Hein, parce que moi, quand j'ai demandé à l'ancienne secrétaire de mairie ce que signifiait Valoria, elle m'a dit « Val, or, il y a hein. ». Alors, comme je suis quand même un linguiste, ça ne m'a pas convaincu et j'ai cherché. Et ça vient encore du latin, hein, val, alors là je peux confondre aureus ou aureum, mais il y a aureum, ça veut dire l'or, et aureus, c'est le vent. Hein. Alors, légitimement, c'est le val du vent. Et quand vous vous promenez dans le
Valoria, vous avez très souvent une petite brise, hein, alors que les alentours sont des plus calmes. Alors donc, c'est le Val du vent, et pas de l'Aure. Parce que ça se saurait su, et il y aurait, oui. Et oui. Alors, en parlant de l'Aure, sous le Second Empire, c'est-à-dire entre 1850 et 1880, c'est après le Premier Empire, vous avez de nombreux hauts-alpins qui sont partis aux États-Unis. Et d'ailleurs, dans les années 70, le journaliste en chef du Dauphiné à Gap avait écrit un bouquin sur le western champsaurien. Et il y a des gens de Théus qui sont partis, dont un frère à mon grand-père. Après ses 7 ans de service, parce qu'à l'époque, le service militaire était de 7 ans, il est parti en Amérique et j'ai à la maison sa dernière lettre datée de 1862 où il écrit à ses parents qui sont à Théus, il leur dit « J'ai découvert une mine d'or » et à Orofino City, hein, on n'invente pas un nom pareil, à Orofino City, et maintenant que j'ai assez d'argent, je vais porter l'argent à la banque à Chicago, et à partir de ce jour-là, plus de nouvelles. Alors comme dans les bons westerns, il y a un copain ou un Indien qui a dû l'attendre au coin du bois, et pampan, et puis terminé. Hein. Et même moi, comme j'avais un ami en Amérique, dans les années 80, j'ai entrepris des recherches et il m'a dit, dans tout c'était l'État de l'Idaho, on a trouvé, sur aucun état civil, on a trouvé le décès d'un héros. Oui. Donc il a dû être enterré sur place ou mangé par les chacals. Alors vous voyez, il y en a qui, les gens d'ici étaient très aventureux. Et un peu comme les Ubayens qui sont partis au Mexique. Oui. Est-ce qu'il y a eu des Théusiens qui se sont installés aux Trois Marabouts sur la frontière marocaine? Parce que c'est les Hauts-Alpins qui l'ont construit. Je sais que mon grand-père avait du terrain là-bas, mais je ne sais pas plus. Allez, les Hauts-Alpins, c'est très probable. Théusiers, je ne sais pas. Alors, en ce qui concerne encore les Théusiers, pendant la guerre de 70, je suis passé un peu rapidement sur le sujet. À Théus, un frère à mon grand-père, toujours la famille, qui avait été caporal de la garde impériale, a instruit les jeunes Théusiers au village et au bout de 3 semaines, il a conclu qu'ils étaient aptes à marcher vers les Prussiens. Et alors, fait non connu, c'est qu'en 70, on a monté dans les Hautes-Alpes un bataillon de mobiles des Hautes-Alpes. Les mobiles, c'était les réservistes de l'époque. Ils ont eu leur baptême du feu en Haute-Saône et après, ils ont été obligés de se replier sur la place de Besançon et de là, une compagnie des mobiles des Hautes-Alpes a fait une sortie dans la nuit. Ils ont fait 40 km, ils se sont mis en embuscade et à 5 heures du matin arrive une diligence dans laquelle se trouvait un jeune sous-lieutenant prussien qui n'était autre que le neveu de Bismarck. Et ce sont vraisemblablement, puisqu'il y avait le frère à mon grand-père qui s'appelait prénommé Martin qui y était, avec quelques copains, ils ont fait prisonnier le neveu de Bismarck, et quand ils ont quitté le village, il y a un habitant qui est venu les prévenir que des cavaliers prussiens étaient en train de se goberger à l'auberge du village. Martin est reparti avec ses copains, ils ont fait irruption dans la salle de l'auberge, tué les Prussiens, ils ont pris leurs chevaux et ils sont rentrés. Et quand ils sont arrivés à Besançon, Martin a été élu sous-lieutenant. Je dis bien élu parce que dans les mobiles, on élisait ses gradés. Hein, ils n'étaient pas là d'office et dans le fond, c'est pas si mal que ça. On élisait les gradés. Il est devenu chef du corps franc et a été proposé pour la Légion d'honneur. Donc, c'est quand même
des Théusiers qu'ont fait prisonnier le neveu de Bismarck, qui était le premier chancelier d'Allemagne, celui avec lequel on était entré en guerre. Bon, d'autres questions? Moi, je voulais simplement faire une observation. J'ai entendu des problèmes de santé au niveau de ces familles nativoïdes, etc. Je voulais souligner le fait qu'un certain nombre de personnes, de noms, nous trouvons encore aujourd'hui, mais à savoir combien certains ont failli ne plus être là parce qu'il y avait 10 enfants, et sur ces 10 enfants, il y avait un enfant qui restait, qui heureusement sortait du lot et arrivait à vivre. C'était catastrophique au niveau de ces enfants qui étaient mis au monde, et c'est frappant. Oui, alors c'est... Et on voit très bien que tout cela s'est à peu près terminé autour des années 1900, et la médecine qui est arrivée, parce que effectivement, 1900, 1950 peut-être, mais il y a de nombreuses familles, il y a des familles où il y avait de nombreux enfants. Moi, je me disais parfois, il y avait un enfant. Oui. Alors, ce que vous dites est très juste, puisque, mais ce n'était pas particulier à Théus, c'était toute la France et toute l'Europe. Il y avait une très forte mortalité infantile. Oui, et c'est pour ça que sous l'Ancien Régime, il n'y avait pas un registre des naissances, mais un registre des baptêmes. C'est-à-dire, dès que l'enfant était né, on le faisait baptiser parce qu'il risquait de mourir dans les 2-3 jours, faute d'hygiène. C'était surtout l'hygiène, parce qu'il fallait voir les conditions dans lesquelles étaient accouchées les mamans. Et avec le progrès de la médecine, naturellement, ces naissances infantiles se sont nettement atténuées. Mais je le vois dans ma propre famille, des fois sur 10 enfants, il y en a 4 ou 5 qui ne dépassaient pas l'année. Voilà. Et les femmes, au moment des couches, perdaient leur vie. Oui, et vous aviez aussi souvent la maman et le père. Oui, et le père était mis devant le problème, sauver la mère ou sauver l'enfant. Voilà. Alors c'était assez cornélien. Bon, d'autres questions? Monsieur Béraud, j'ai une question. Vous avez mentionné, après la révocation de l'édit de Nantes, le fait que les réfugiés Walpins, et en particulier certaines personnes de Théus, s'étaient réfugiés dans 3 villages allemands. Dans quelle région est-ce qu'ils sont? Et est-ce qu'il y a eu des contacts, disons, récents dans l'histoire récente, disons, avec ces villages, des tentatives de contact? Ça serait intéressant. Oui, oui. Alors, comme j'étais dans le coup, je vais pouvoir vous répondre. Alors, sous l'Empire, pratiquement tous les Hauts-Alpins faisaient leur service et la guerre dans le 3e régiment léger d'infanterie. Et quand ce régiment est parti pour la bataille d'Austerlitz, il a traversé l'Allemagne. Et ils sont arrivés dans 3 villages. Et là, les soldats Hauts-Alpins, c'était des Hauts-Alpins, ont été étonnés d'entendre les vieilles dames faire la prière en patois Hauts-Alpin. Et on leur a dit, c'est des gens qui sont partis après la révocation de l'édit de Nantes. Et quand j'étais militaire en Allemagne, j'ai profité d'une liaison auprès de l'armée allemande, et j'étais dans la région de Stuttgart et je savais où étaient ces 3 villages. Alors il y avait Corrès, qui est la déformation de Queyras, Groß-Villars, qui veut dire grand villard, et Klein-Villars, qui veut dire petit villard. Alors, avec le chauffeur de la Jeep, on a pris la direction de Groß-Villars. Et là, la première chose que j'ai faite, comme je fais chaque fois quand je veux avoir un éventail des noms de famille d'un lieu, je vais voir le monument aux morts. Et là, je suis allé voir le monument aux morts de 14-18. Tous les noms de famille étaient français et des noms des Hautes-Alpes avec des prénoms allemands. Et je suis allé contacter le maire qui s'appelait Herr Soulier. Soulier, c'est un nom de Lambrunet.
et qui a été étonné qu'un officier français vienne le voir plus de 3 siècles après. Et en 1985, pour le tricentenaire de la révocation de l'édit de Nantes, les archives départementales ont organisé un retour au pays qui a duré 3 jours. Et ça s'est passé dans le Queyras, qui avait formé la plus grande communauté de Huguenots. Et 3 siècles après, ces paysans du Queyras sont revenus sur les lieux mêmes de leur famille. Moi, je servais d'interprète et j'ai entendu des choses invraisemblables 3 siècles après. Et un matin, il y a une dame très élégante qui est arrivée avec sa fille, tous les deux très belles, et qui parlait un bon français et qui m'a dit « Je viens de reconnaître les traces du hameau de mes ancêtres qui sont partis du Queyras il y a 3 siècles. » Et avec un air de mépris, elle m'a dit « Maintenant, je m'appelle Frau von Straschwitz, mais j'étais une fille bonardelle. » Et le soir, il y a eu une veillée dans une grande tente circulaire et j'observais les gens de profil. Eh bien, 3 siècles après, ces paysans queyrassins avaient les mêmes têtes que les paysans queyrassins d'aujourd'hui. Ils n'avaient pas changé parce qu'ils étaient restés fidèles à leur pays d'origine. Et pour revenir 3 siècles après, dans le même village et dans le même hameau, ce n'est quand même pas tous les jours que l'on voit ça. Bon, d'autres questions? Monsieur Béraud. Oui, allez-y. Je voudrais savoir si les voûtes étaient habitées avant les voûtes qui sont sous le village, sous les maisons, étaient habitées. Ah, les voûtes? Oui. Non, les voûtes en général servaient de cave. De cave, et on construisait la maison sur les voûtes. Ah oui. Oui, les voûtes à l'origine. Hein. Alors voilà, pour le vin, parce que l'abbé Albert, en 1783, parle du vin de Théus. Alors il dit qu'il est d'assez bonne qualité, mais qu'il est nettement inférieur au vin d'Espinasse et de Romolon. Et ce vin, les théusiers sont obligés de le vendre à bas prix, parce que, à cause du Valoria, on ne pouvait pas passer le Valoria, les théusiers étaient obligés d'amener leur vin à dos d'âne dans des outres de chèvre. Et là, il y avait l'échange au Valoria, et les gens qui venaient chercher le vin de Théus venaient du Briançonnais et du Queyras, avec des colonnes de mulets, puis par la suite avec des... Non, avant avec des colonnes d'âne, et après les mulets. Voilà. Pour le vin de Théus. C'était pareil à Romolon. Oui, oui. D'où le terme de charge de vin, d'ailleurs. C'était la quantité de vin qu'on pouvait mettre dans une outre. Une outre de chèvre, oui. Environ 90 litres. C'était la charge de vin, c'est devenu l'unité. Parce que moi, dans une voûte, il y avait un canal qui allait jusqu'au château, un souterrain. Un souterrain, oui. Alors, est-ce que vous en savez? Oui, oui. Alors, on m'a toujours dit qu'il y avait, mais maintenant ça s'est écroulé. Oui, oui, oui. Alors, dans ma vie, je me suis occupé pas mal de forteresses. Hein. Alors, ce que vous dites est tout à fait logique. Hein. Il y avait les remparts, et pour pouvoir recevoir des renforts, et ne serait-ce que la nourriture, aux défenseurs des remparts, il y avait des souterrains qui reliaient le poste de commandement qui était au château aux remparts qui étaient en bas du village. Et si l'ennemi prenait d'assaut les remparts, la garnison des remparts se repliait par ces souterrains jusqu'au château et jusqu'au donjon qui était le dernier môle défensif. Et alors, du château, il devait certainement y avoir un souterrain qui partait dans la nature, parce que les gens tenaient quand même à leur vie. Hein. Ils savaient que si le château était emporté,
les défenseurs seraient tous massacrés. Donc il fallait une issue de secours par laquelle ils auraient pu filer, et puis il fallait aussi une issue pour recevoir des renforts et le ravitaillement de l'extérieur. Parce que moi, j'ai encore vu l'entrée. Oui, bah c'est ce que vous dites est très logique, oui. J'ai vu l'entrée. Oui. Et on m'a toujours dit que ça reliait avec... Oui, c'est logique. Bon, je vois une main qui se lève. Alors, mes grands-parents nous racontaient des histoires entre Théus et Avançon. Oui, Notamment une histoire dans laquelle ceux du château d'Avançon se revenaient à Théus, qu'on avait mis du poison dans le bain, qu'ils avaient abandonné et que du coup, que les Avançonnais s'étaient saoulés, qu'après ils avaient tué. Est-ce que vous avez entendu? oui, alors, l'histoire m'est connue et j'ai entendu plusieurs versions. Hein. Il y en a qui disent que c'était les gens de Chorges, vous dites que ce sont ceux d'Avançon. À mon avis, il y a un fond de vrai, comme dans toute légende. Hein. Alors, et ne serait-ce pas une bande de pillards qui n'avaient rien à voir avec Avançon-Chorges qui serait venue? Alors, les Théusiers se sont dit, on n'est pas assez fort pour se défendre, on va les avoir avec notre potion magique qui est notre vin. Hein. Voilà. Alors, du côté de ce qu'on a appelé le chalet du Seigneur à Loches, ils ont installé des tables avec un repas, hein, du vin malheureusement qui était empoisonné, hein, et ils se sont installés comme s'ils allaient manger. Et les guetteurs qui étaient à l'extérieur ont signalé par des signaux que l'ennemi est arrivé. Les gens de Théus sont rentrés au village. Les envahisseurs, voyant le repas qui était prêt à être consommé, se sont assis à table, se sont gobergés, ont bu pas mal de vin et ils seraient morts empoisonnés. Les Théusiers sont revenus, ils n'ont plus qu'à ramasser les armes et à creuser une fosse commune pour mettre les morts dedans. Effectivement, dans ce fameux champ que certains appellent le champ de bataille, de temps à autre, il y a des ossements humains qui affleurent à la surface. Alors, il y a un fond de vrai, mais il y a, comme toutes les légendes, il y a différentes versions. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Je voulais rajouter, puisque vous parlez d'histoire, la chapelle de Saint-Pierre, il y a un certain nombre de personnes, quand les gens étaient dans les chalets, les enterrements s'effectuaient à la chapelle de Saint-Pierre. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ah, vous l'avez dit, pardon. Oui, j'ai dit tout à l'heure que la chapelle Saint-Pierre servait de cimetière d'été. Alors voilà, j'en reviens au Premier Empire. Le Premier Empire a eu de nombreux côtés positifs sur le plan intérieur, ne serait-ce que les routes. Et ensuite, en ce qui concerne Théus, pour des raisons d'hygiène, le préfet Ladoucette a décidé que le cimetière serait à l'emplacement actuel, c'est-à-dire sur l'emplacement du château primitif, hein, parce qu'on avait effectivement l'habitude d'enterrer les morts un peu n'importe où. Alors, primo, le cimetière existe depuis le Premier Empire. Et secondo, c'est le cadastre de 1813. Hein, et moi-même, je me suis servi de ce cadastre parce qu'il est beaucoup plus précis que le cadastre des années 30. Pour certains points, il est plus précis. Et il m'a rendu bien des services, ce cadastre de 1813, hein, qui est le cadastre napoléonien. Voilà. D'autres questions? Je veux simplement dire, pour indication, pour ceux qui ne connaissent pas les écrits du préfet Ladoucette, on peut trouver le livre sur Internet. Oui, alors, le livre était... Le livre des passages, Oui. on l'a en toute qualité, le livre sur Internet. Oui. Alors, pour ceux qui n'ont pas Internet, vous pouvez consulter le livre de Ladoucette aux archives départementales et peut-être à la bibliothèque de Gand. Ah
oui. Mais archives départementales, oui, puisque je l'ai consulté moi-même. On peut l'emprunter à la bibliothèque de Cannes. Ah, oui, voyez. Bon renseignement. Bon. C'est passionnant, c'est intéressant. Bon, c'est tout le département. Hein. Oui, 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 commune Chaque par village, commune, oui. hein. Alors, autre question. Est-ce que vous connaissez la légende de Théus? Mais la légende, c'est une légende. C'est pas une histoire. Et quelle légende? Abattoir. Pourquoi on appelle Théus? Ah, non, je ne connais pas. Non, vous ne connaissez pas. Ah ben, c'est dommage. Si c'est un patois, vous pouvez la dire, il y en a qui Eh ben comprennent non, le parce que les patois. gens ne comprennent pas. Ah oui, mais ça fait rien, il y en a qui comprennent quand même. Vous pourriez le traduire. C'est qu'un paysan levé ensemble. Parce que les paysans ont un peu leur race après le crapaud, vous savez. Oui, on On va. n'est pas trop bien considéré. Alors il avait un âne, il s'appelait Hus. Alors il voulait aller au lot. Et il a descendu la vallée, comme vous avez tout expliqué. Et quand il est arrivé à mon pays, puisque je suis de Pinas, l'âne boitait. Alors il a regardé, il avait une grosse épine, il a dit aucun espinasse. Alors ça s'est appelé espinasse. Après, à la cave coopérative, l'âne s'y couchait, il ne voulait plus marcher. Alors le patron lui a dit, il lui a donné de l'avoine, il lui a dit Théus. Après, quand il a été aux ouvriers, il ne voulait plus, alors là, il n'a plus démarré, alors il lui a dit, le patron, avançons, avançons, avançons. Alors voilà, Oui. Alors, vous avez évoqué l'étymologie du nom d'Espinasse. Hein. Alors, ce n'est pas l'histoire de l'âne. Espinasse, à l'origine, était à Vierre, où il y a encore une église du XIIIe. Oui, oui. Et les gens, et pourquoi Espinasse? Ça vient du latin spina, qui veut dire l'épine. Hein. Le village était protégé par des épineux qui faisaient plusieurs centaines de mètres d'épaisseur, ce qui fait que ça a toujours découragé un envahisseur éventuel. Et c'est qu'à la période de sécurité, c'est-à-dire le XVIIIe siècle, que les gens de Vierre sont descendus vers leur cellier, qui est devenu l'Espinasse actuel. Alors l'Espinasse actuel, ce n'est pas le village d'origine, ce sont les celliers. Oui, oui, et le village d'origine, c'est Vierre. Vierre. Soi-disant, c'était Canton. Quoi? Soi-disant, Espinasse? dans le temps, c'était Canton. Ah, je ne pense pas. Oui, oui. Remolons. D'abord, les cantons n'existent que depuis la Révolution. Et avant, sous l'Ancien Régime, on était la communauté de Théus, on faisait partie de la châtellenie de Chorges, du bailliage d'Embrun et de la province du Dauphiné. À la Révolution, vue de Paris, ça n'a pas changé. Pour eux, sur la carte géographique, tout était plat. Ils ont dit on maintient les anciennes hiérarchies en changeant les noms. Alors, la châtellenie est devenue canton, le bailliage est devenu sous-arrondissement, et la province a donné 3 départements qui appartiennent au Dauphiné. Et ce canton avec chef-lieu Chorges, sous l'Ancien Régime et jusqu'au XXe siècle, ça a toujours été une aberration. Moi, j'ai trouvé une lettre de mon arrière-grand-père qui, au XIXe siècle, avait été convoqué chez le juge de paix à Chorges en plein hiver. Il a mis 2 jours pour y aller en passant par la montagne, dans la neige et tout. Et autant pour revenir. Alors, les gens du cru ont trouvé que c'était quand même beaucoup plus efficace. Il y avait ces 6 communes qui étaient dans une impasse à l'abri de tout, de mettre le chef-lieu de canton à Remolon, et Remolon est resté chef-lieu de canton pendant une dizaine d'années. Et d'ailleurs, il y avait une gendarmerie
à Remolon, comme dans les chefs-lieux de canton. Ça a été réformé sous le Premier Empire par Napoléon, qui a trouvé qu'il y avait trop de cantons. Donc il a fusionné, il y a pas mal de cantons sur les Hautes-Alpes qui ont disparu ou transférés. Donc celui de Remolon a été transféré à Chorges, jusqu'à donc aujourd'hui. Et le même mouvement d'ailleurs s'est accompagné au niveau des évêchés. C'est à cette époque-là, pour les mêmes raisons, que l'évêché d'Embrun a disparu, pour devenir être fusionné avec l'évêché de Gap. Il n'y avait qu'un seul évêché par département, alors qu'avant, il y en avait deux. Il y avait l'évêché de Gap et l'évêché d'Embrun. C'est le même mouvement de concentration territoriale, comme on dirait de nos jours. Et c'est la raison pour laquelle les 6 communes dont on fait partie, on l'a toujours appelé le bas canton de Chorges, pour montrer, et parce que le reste du canton de Chorges, il y a Chorges et Prunières. Hein. Voilà. Et les 6 communes, elles sont séparées par ce qu'on appelle le dôme de Remolon, avec en hiver, dans l'ancien temps, les communications. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, je vous remercie tous. À mon nom, et à votre nom bien sûr, parce que je vois que tout le monde, il y a eu beaucoup de monde, plus qu'espéré, je pense. Ah oui, moi je m'attendais entre 20 et 40. Ah oui. Je ne sais pas, vous avez compté combien de gens? Près de la centaine de personnes. 80, c'est sûr. Plus de 80. De toute façon, on vous remercie aussi. Oui. Ça a été un peu du bref pour l'organisation, mais enfin, ça a été très bien. Vous nous avez apporté, je pense, beaucoup. Moi, j'en savais un petit peu déjà, parce que vous m'avez déjà informé avant. Et je tenais aussi, aujourd'hui, parce que je n'ai pas pu le faire avant, vous remercier pour tous les documents que vous m'avez fournis pour la cure. Oui. Que j'ai dans le corps. Ah, oui. Et qui servira pour la commune. Parce que chacun dit un petit peu sa petite histoire, et la vraie, c'est vous qui la il y a tel que les documents écrits. Voilà. Je voulais encore vous en remercier, et bravo. Encore une fois.